Dames en heren, welkom Mesdames et op de messieurs, presentatie je van vous souhaite het la tweede deel bienvenue à van la het présentation gebruikersonderzoek dat de in la opdracht deuxième van het partie College van de Boven- en de Werkbanken werd l'enquête uitgevoerd naar des de digitale behoeften utilisateurs van de sur gebruikers la van de demande rechtbanken. des Zoals u weet werd op 8 cours februari et het eerste deel tribunaux gepresenteerd, pour waarbij we les in het bijzonder hebben utilisateurs. Le gepolst 18 naar de février, digitale nous behoeften van avions de présenté externe la gebruikers. première partie De burger, où nous de avons ondernemer, de examiné advocaat, les de besoins gerechtsdeurwaarder, des de notaris, utilisateurs de bemiddelaar externes, en à anderen. savoir le Vandaag zijn we citoyen, blij les u de resultaten avocats, te les kunnen juges. presenteren van het Et tweede nous nous deel, dat réjouissons de gepolst pouvoir heeft vous naar de digitale présenter behoeften van les de interne résultats de gebruikers. la De deuxième courtjes, partie qui de a cherché à magistraten, de comprendre les niet-professionele rechters, besoins de des greffiers en utilisateurs de internes, à savoir Graag les geef ik u chefs bij de deze corps, het woord les aan mevrouw greffiers, Fabienne Bayard, voorzitter van les het chefs de College van corps et Boven- en autres. Rechtbanken. Mevrouw Bayard. Je donne la parole à Madame Bayard pour présenter ces Bonjour à résultats. tous et bienvenue, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour tenter de démentir une légende. Les juges sont-ils accrochés à leur dossier papier? Eh bien, vous aurez la réponse dans quelques instants. Après, comme vient de le dire Madame Dupré, un trajet orienté vers les besoins des utilisateurs externes. Voilà que le trajet Just New se penche sur les besoins des utilisateurs internes. Enfin, on a pris le temps de nous écouter, de nous demander ce qui faciliterait notre travail en tant que juge, en tant que chef de corps, en tant que greffier, en tant que collaborateur de greffe, etc. Vous allez découvrir des choses qui vous sont évidemment connues, mais d'autres moins. C'est un trajet totalement passionnant que j'ai eu l'occasion de parcourir tout récemment et je vous souhaite autant d'enthousiasme que j'en ai eu et surtout la réponse à la question posée au départ. Les juges sont-ils accrochés au papier? Suite de l'aventure. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis designer et j'ai accompagné ce projet en collaboration avec Isabelle et Madame Bayard, ainsi que Christelle, ma collègue, et je vais vous présenter les résultats de cette deuxième partie de projet. Donc, tout d'abord, on va revenir un peu sur le contexte global du projet Just New, en revenant un peu sur les résultats importants qui ont été réalisés pendant le premier trajet, celui qui se concentrait sur les utilisateurs externes. Ensuite, on va voir quels sont les besoins digitaux des utilisateurs internes, donc ce qui correspond à ce trajet ici et à ce projet qu'on a réalisé en début d'année. On va aller en détail dans les résultats des études de terrain, puisqu'on a adopté une méthodologie qui allait vers l'utilisateur en premier avant de prendre des décisions relevant de la création. Donc d'abord, les souhaits généraux de ces utilisateurs qu'on a rencontrés, les utilisateurs internes, les besoins par étapes, les principes de design qu'on a conclus après cette recherche, et enfin les conditions préalables nécessaires pour qu'il y ait une numérisation qui soit correcte pour tout le monde et dans le paysage global de la justice. Et enfin, on vous présentera avec ma collègue les écrans schématisés pour visualiser un peu quelle serait une première idée de résultat après cette recherche. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu le cadre global du projet Just New. La question principale qu'on s'est posée, c'est de savoir comment la digitalisation de la procédure civile peut rendre la justice plus accessible, plus rapide et plus efficace, et ce pour tous les utilisateurs. Quand on parle de tous les utilisateurs, on parlait donc du premier projet pour les justiciables et les professionnels externes de la justice. Quand on parle de justiciables, c'est aussi de prendre en compte tout le monde, aussi bien les personnes qui ont des difficultés à utiliser les outils numériques. Donc, il y a un point d'intention qui a été mis spécialement pour ces utilisateurs-là lors du premier trajet. Et quand on parle des professionnels externes de la justice, comme Mme Dupré l'a expliqué, ce sont donc les avocats, les huissiers, les médiateurs, les experts, qui ont été interviewés et dont on a pris les besoins en compte lors de ce premier trajet. Le deuxième trajet, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui plus en détail, ce sont ce qu'on appelle les utilisateurs internes, donc les chefs de corps, les magistrats, les greffiers, ainsi que le personnel judiciaire. C'est toutes des personnes qu'on a rencontrées dans les différentes juridictions et qu'on a impliquées dans ce projet pour essayer d'avoir une solution qui soit pour tous les utilisateurs. Quand on parle d'une méthode centrée sur l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on prend le temps avant de faire quelconque proposition, d'analyser et de prendre en compte les besoins actuels et futurs
les attentes actuelles et futures, donc à la fois sur le court terme mais aussi sur le long terme, des différents types d'utilisateurs finaux, donc toutes les personnes qui vont interagir avec une plateforme digitale quand on parle d'affaires civiles, et ça tout au long de la conception numérique. Donc vous allez voir comment au fur et à mesure on a intégré les utilisateurs tout au long du projet. On parle ici de deux projets. Il y a deux projets qui vont venir ensuite. Donc, il y a tout d'abord le premier projet qu'on dit avec le focus sur les utilisateurs externes qui a été réalisé fin d'année dernière, début de cette année, qui est le projet 1A. Nous, on va aller en détail sur le projet 1B qui est avec le focus sur les utilisateurs internes. Et plus tard viendront ensuite la digitalisation des affaires pénales de la même manière avec une focalisation sur les utilisateurs externes et aussi sur les utilisateurs internes. Je vais revenir rapidement sur les résultats du premier projet qui a été présenté en début d'année et pour voir un peu les liens qu'il pourrait y avoir entre ce projet-ci et le projet des utilisateurs internes. Il y avait 3 posters, peut-être que vous vous souvenez des 3 posters qui ont été diffusés par rapport à ce projet-là. Donc rapidement, pour les besoins des utilisateurs externes, le principe et la logique qui a été suivie, c'est que ces utilisateurs-là voulaient suivre étape par étape pour bien comprendre à quels endroits ils étaient dans la procédure, pour bien avoir accès à la justice et être sûr d'eux et savoir qu'est-ce qui arrive avant, qu'est-ce qui arrive après. Donc, c'est une logique étape par étape qui a été suivie à ce moment-là. Un des grands besoins, c'est d'avoir un dossier centralisé qui soit accessible au niveau du niveau de langage, qui soit simple et compréhensible, qu'il y ait des aides qui soient disponibles. Enfin, que ce dossier puisse être partagé avec d'autres acteurs et aussi que la numérisation des interactions soit possible, c'est-à-dire sur les échanges, par exemple, sur le fait d'avoir accès au planning, d'avoir des signatures électroniques ou bien des notifications, des commentaires. Les principes de design qui ont été extraits de cette recherche-là, donc quand on parle de principes de design, ce sont des principes qu'on va suivre tout au long de la numérisation. C'est-à-dire qu'on se donne un cadre et on se dit à chaque fois, on va respecter tel principe pour être sûr que ça correspond bien aux besoins des utilisateurs. Les principes de design pour ce premier trajet sur les utilisateurs externes, c'était bien sûr la transparence, donc comprendre ce qui se passe derrière l'écran, savoir où j'en suis dans ma procédure, la compréhension, la mobilité, c'est-à-dire pouvoir à la fois travailler à distance. Les justiciables n'ont pas toujours un ordinateur et un poste de travail sur lequel ils travaillent. Et enfin, le principe Only Once, qui est le principe qu'on rentre les données une seule fois et si les plateformes sont connectées, elles me proposent les données directement. Je n'ai pas besoin de, à chaque fois, refaire les mêmes procédures. C'était important aussi pour les utilisateurs externes d'avoir un principe de simplicité, donc de rapidité, d'efficacité, de pouvoir réduire le papier d'un point de vue écologique et aussi que ce soit relativement flexible pour eux. Et enfin, c'était important, comme je disais, pour les justiciables qui avaient des difficultés à utiliser le numérique, qui faisaient face à l'exclusion numérique, d'avoir un service qui soit inclusif, qui soit personnel, qu'on leur parle à eux et qu'on prenne en compte ce qu'ils peuvent comprendre ou pas, que ce soit abordable et que ce soit accessible pour eux. Cette recherche, tous ces principes ont été réunis, ont été traduits de manière visuelle dans une suite d'interactions numériques assez high level, donc vraiment très schématique, pour voir quelles seraient les interactions potentielles si le justiciable et les professionnels externes de la justice devaient aller tout au long de la procédure. Donc, on a détaillé à la fois à partir de la recherche de l'information jusqu'au jugement quelles sont les étapes à laquelle ils allaient traverser. Ça, c'était un rappel sur le projet précédent. Donc, vous allez voir quelques liens ensuite avec le projet suivant pour les besoins des utilisateurs internes que je vais détailler maintenant. Donc, pour le trajet des utilisateurs internes, on a travaillé de la même manière en co-création avec une équipe de projet que je voulais remercier aujourd'hui pour toute leur participation et leur collaboration, donc notamment avec le Collège des cours et tribunaux, avec aussi l'équipe du service d'appui du Collège des cours et tribunaux, et aussi une équipe de projet qui était composée de personnes qui avaient différents rôles, donc à la fois juges, greffiers, et qui venaient de différents types de juridictions, puisque les expériences sont différentes. Et aussi, on a une équipe de projet qui s'est élargie au fur et à mesure, pour lesquelles on a intégré aussi d'autres rôles. Donc, je voulais aussi remercier pour leur participation. Et on a aussi travaillé à distance, donc c'était pas forcément simple. On s'est adapté aux circonstances. Les grandes étapes qu'on a tous ensemble suivies, c'était d'abord donc de commencer le projet, de définir un peu le cadre du projet. Ça, c'était en février. Puis en mars, avant de proposer quelconque solution, on a réalisé des études de terrain
Donc, on est allé voir les personnes qui travaillaient dans différents cours et tribunaux en réalisant des interviews. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Et ensuite, à partir du moment où on a eu le résultat de ces interviews, les différents besoins et frustrations de chacun, on a décidé des priorités sur lesquelles on allait travailler et quels principes on allait suivre, quels principes directeurs on allait suivre pour la suite de la création. En avril, on a ensuite traduit tous ces besoins-là en fonctionnalités. Quelles seraient les fonctionnalités clés importantes pour tous ces utilisateurs et comment sur un écran, à quoi ça pourrait ressembler sur un écran, sur un premier écran. Ici, on l'a réalisé en co-création avec l'équipe de projet que je vous ai présenté tout à l'heure. Et au fur et à mesure, on a ce qu'on appelle, c'est le principe de l'itération, c'est-à-dire réviser régulièrement ce qu'on proposait pour être sûr que ça puisse correspondre à un maximum d'utilisateurs. On a réalisé des focus groups dans ce sens-là pour toujours valider ce qui était proposé et correspondre au maximum à votre réalité qui est importante. Quand on parle d'études qualitatives, donc d'interviews et d'interviews sur le terrain et d'observation, on a réalisé 37 interviews et on a fait attention à ce que ça soit relativement divers pour comprendre vraiment la réalité de chacun. Donc, on est allé voir plusieurs juridictions dans tout le pays. Et à chaque juridiction, on a fait attention d'avoir différents types de rôles, à la fois de juges et de greffiers, par exemple. Mais on a aussi été interviewés et rencontré des personnes du ministère public, des chefs de corps, des référendaires, greffiers en chef greffier, et puis aussi du personnel administratif. Le but, c'était vraiment de comprendre aujourd'hui comment vous travaillez, quelles sont les frustrations que vous avez avec le dossier relativement papier et comment vous voyez l'avenir idéal pour vous, quel impact ça pourrait avoir sur votre métier aujourd'hui. Donc, je vais décrire un peu les résultats de la recherche qu'on a eue et puis après, Christelle pourra vous présenter à quoi ça ressemble sur des écrans. On a extrait plusieurs souhaits généraux. Je ne vais pas forcément aller en détail ici à la présentation. Tout sera décrit sur les posters qui sont ici affichés et qui vous seront transmis. Donc, il y a plusieurs souhaits généraux qui reviennent à chaque fois et régulièrement et qui sont importants pour tous. Un des premiers souhaits, c'est forcément sur le dossier digital, qu'il soit facile d'accès, c'est-à-dire qu'il soit à long terme complètement numérique et qu'il y ait une gestion centrale de toutes les affaires nouvelles, pendantes et clôturées. Que la navigation dans ce dossier soit facile et rapide, puisque il peut y avoir beaucoup de pièces et de conclusions dans un dossier. Il faut que ce soit facile et rapide à tout moment. Enfin, que ce dossier soit partagé avec différents rôles et différentes fonctions, qu'il y ait des droits d'accès qui soient définis et que l'environnement de ces droits d'accès et de ce dossier soit sécurisé et qu'on puisse avoir accès à une assistance à tout moment. Et enfin, pour les audiences numériques, il y avait les mêmes contraintes que pour les audiences physiques, avec une planification flexible et qu'elles puissent fonctionner en concomitance. Ce qui était important aussi, ce que pouvait amener la digitalisation, c'était de faciliter la collaboration qui existe déjà aujourd'hui, mais qu'elle pourrait être encore plus facilitée avec le numérique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail de texte et il faut que ce travail de texte soit facile et intuitif, qu'on puisse avoir accès à la dictée, copier des textes et aussi qu'ils puissent être synchronisés puisque plusieurs personnes vont travailler sur ces textes. Qu'il y ait des aides possibles. Donc, des aides, ce n'est pas forcément tout de suite un bloc d'aide, mais des rappels, des notifications, des checklists qui puissent faciliter le travail de chacun. Enfin, que les adresses officielles soient aussi accessibles pour les juges non professionnels et suppléants. Ça permet une collaboration à la fois en interne, mais aussi avec les personnes externes. Que les signatures et les paiements soient électroniques. Et ça fait un rappel à ce que les justiciables avaient demandé et les utilisateurs externes avaient demandé, d'avoir des interactions numériques faciles. Et que l'équipement soit mobile et adapté du coup à cette nouvelle utilisation, qu'il y ait des tablettes par exemple pour des visites sur place, qu'il y ait des ordinateurs portables accessibles au maximum de personnes. Enfin, il y avait un troisième besoin principal, c'était qu'on puisse avoir accès et suivre les données, puisqu'il y a forcément quand on parle du numérique, il y a des générations de données, qu'on puisse avoir le monitoring de la charge de travail, c'est-à-dire de son volume et de son évolution. Cette charge de travail qui pourrait être en fonction de la cour, des chambres, voire des juges, en accord avec les règles de confidentialité. Et enfin, qu'il y ait un accès rapide et visuel à ces statistiques pour aider à les relire et à prendre des décisions, donc à la fois sur les dossiers, sur le processus, sur les délais des traitements, et qu'on puisse éditer suivant ces paramètres sur une période donnée et voir l'évolution.
Ensuite, on a détaillé dans le poster les besoins spécifiques par étape. C'est une liste de besoins spécifiques par étape et par rôle. On est allé assez en détail. Je ne vais pas forcément aller en détail dans cette présentation. Mais pour chaque étape de la procédure, on a vraiment analysé quel besoin spécifique peut être intéressant pour quel rôle si on passe sur le dossier numérique. Quand je parle de rôle, on a défini une liste de rôles qui pourraient interagir avec le dossier numérique. Donc, le chef de corps, les juges professionnels et conseillers, les juges et conseillers non professionnels et suppléants, les greffiers en chef, les greffiers et chefs de service, les greffiers, les comptables, le ministère public et l'auditorat du travail et les référendaires. Je vais maintenant revenir un peu plus en détail sur les principes de design que nous, on a extraits pour les utilisateurs internes, que vous retrouvez sur le deuxième poster. Donc, il y a 4 principes importants qui sont l'harmonisation, c'est-à-dire faciliter l'accès et le travail pour tous, l'intuitivité, que les plateformes soient conviviales et faciles à apprendre et à utiliser, même quand elles évoluent, que la digitalisation et l'automatisation permettent un gain de temps pour des tâches essentielles, mais ne soit pas une chose qui soit appliquée à toutes les tâches, mais qu'on puisse choisir pour quelle tâche c'est intéressant de l'appliquer et pour quelle autre tâche c'est intéressant de moins l'appliquer. Et enfin, faciliter la collaboration grâce à l'accès au partage des données. Quand on parle d'harmonisation, et j'en ai déjà parlé un petit peu avant, ce qui est important, c'est qu'on puisse accéder au dossier et que ce soit en fonction qu'il y ait un seul dossier et que plusieurs personnes ayant différentes fonctions puissent avoir accès au même moment. Donc, il y a tout un travail à faire sur la définition des accès, que ces accès soient sécurisés. Enfin, que ça soit accessible. On parlait d'inclusion numérique pour les justiciables, mais c'est aussi important pour les personnes qui travaillent, qu'elles soient à l'aise avec les outils numériques, qu'il y ait des aides et des explications accessibles pour les personnes, et aussi s'assurer que la plateforme et les outils soient accessibles dans les langues, les 3 langues principales. Enfin, ce qui permettra de travailler ensemble relativement de la même manière, c'est d'avoir une architecture d'information commune, c'est-à-dire que la logique de la plateforme se retrouve et est similaire à des choses qui sont connues. Enfin, que le vocabulaire qui soit utilisé soit connu aussi et facilement reconnaissable. Et quand on parle d'harmonisation, on parle aussi d'harmonisation c'est-à-dire au niveau national, c'est-à-dire de s'assurer que tout le monde travaille de la même manière. Et ça, on a listé différents exemples, mais ça viendra petit à petit, mais d'avoir des codes nature similaires, que la composition du numéro de rôle soit similaire aussi, qu'il y ait des modèles de jugement qui soient relativement similaires. Et tout ça, c'est important de garder une certaine flexibilité aussi dans cette harmonisation, de ne pas l'imposer du jour au lendemain. Le deuxième principe, c'était l'intuitivité. Ce qui est important dans l'interaction avec le digital, c'est qu'elle soit aussi naturelle possible. C'est-à-dire qu'il y a une grande habitude de travail sur le texte et par exemple, de pouvoir feuilleter et scroller dans le dossier, que ce ne soit pas une barrière quand on a une solution digitale et qu'on puisse le faire relativement facilement. Qu'on puisse aussi utiliser les reconnaissances vocales. Enfin, que c'est important que la navigation soit rapide et précise, par mots-clés, qu'on puisse naviguer dans l'inventaire, par exemple, qu'on puisse naviguer dans l'historique, et qu'on puisse visualiser facilement les documents sur l'écran. Enfin, que le temps de téléchargement soit court aussi. Et une dernière chose, c'était de faciliter la reconnaissance, donc d'éviter de la même manière des jargons trop spécialisés à certains types de domaines pour pouvoir que ce soit facile à utiliser pour d'autres personnes. La digitalisation et l'automatisation peuvent permettre de gagner du temps pour des tâches qui sont répétitives et chronophages. Donc, c'est important de pouvoir automatiser ces tâches-là. Donc, par exemple, quand on doit générer des documents, les données existent déjà et au lieu de répéter et de retaper des données qui existent déjà, de pouvoir générer automatiquement ces documents. De pouvoir partager et envoyer des notifications facilement à d'autres personnes. Ça, c'était l'endroit où on s'était dit l'automatisation est importante. L'automatisation peut être intéressante pour des tâches aussi où elles peuvent aider et réduire le risque d'erreur. C'est-à-dire que si elles travaillent en binôme avec la personne, c'est une aide, un support. Donc, par exemple, une sorte de pré-remplissage automatique des données sur lesquelles il y aurait une validation ensuite. C'est une semi-automatisation. Et enfin, c'est important de ne pas mettre d'automatisation pour les tâches où la prise de décision est importante et où la validation est importante, c'est-à-dire que c'est votre corps de métier et le but n'est pas d'automatiser à tout crin, de garder
l'interaction humaine aussi quand elle est importante. Par exemple, quand il y a de l'émotion qui rentre en jeu, quand il y a des accords à trouver. Pour les audiences, c'est important aussi de garder ces interactions humaines. Et enfin, la digitalisation, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. L'idée, c'est de voir une digitalisation complète à long terme, mais de commencer petit à petit par des dossiers qui sont relativement simples et d'aller petit à petit vers des dossiers complexes, tout en gardant une flexibilité pour les dossiers qui sont dits complexes, c'est-à-dire volumineux, avec des sujets difficiles, dans lesquels il y a des documents qui sont hors des formats type A4, A3, etc. On nous a donné des exemples de plans d'architecte, par exemple, qui étaient difficiles de digitaliser et de mettre sur un écran. Donc, prendre en compte ces spécificités-là et aller petit à petit vers une digitalisation raisonnée. Enfin, le but, c'est d'avoir aussi donc, faciliter la collaboration, comme je l'ai dit, d'avoir un aperçu du statut du dossier, que tout le monde puisse avoir cet aperçu, qu'on puisse, pour les juges, visualiser plusieurs documents à la fois. Au moment de la rédaction du jugement, c'était important d'avoir accès à plusieurs documents à la fois, que le partage des fichiers et des agendas soit possible, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser de manière simultanée le même dossier, qu'on ne doive pas attendre que quelqu'un ait fini de l'utiliser pour pouvoir le consulter. Ça, c'est ce que permet la digitalisation. Et enfin, qu'on puisse éditer des documents et travailler sur les documents en même temps, de manière connectée, mais aussi à un moment donné où quand il y a des travails asynchrones, c'est-à-dire hors connexion, que ce soit aussi possible. Je vais rentrer dans la dernière partie, donc les conditions préalables. Donc là, on a détaillé un peu les conditions de design sur lesquelles le design et la conception numérique peut avoir un impact. C'est-à-dire c'est des principes qu'on peut suivre et sur lesquels on peut avoir un impact et prendre des décisions. Il y a des conditions plus larges qui sont nécessaires pour que ça soit un succès. Et ces conditions-là, elles relèvent un peu aussi d'un travail en collaboration avec d'autres organes. Et je vais aller plus en détail dans ces conditions-là. Elles ont été aussi soulevées, donc tout ce que j'avance ici, ça a été soulevé lors des interviews et des observations qu'on a réalisées. Je vais aller étape par étape. Donc, numériser, c'est aussi avoir un impact sur l'organisation du travail. Les rôles peuvent évoluer, puisque les tâches peuvent évoluer et peuvent être réparties différemment. C'est important de prendre en compte cette flexibilité-là. Que par exemple, quand on parle de droit d'accès à la plateforme, il y ait, pour certaines juridictions, certaines personnes ont plusieurs fonctions, donc il faut aussi s'adapter à cette flexibilité-là et de dire que certaines personnes qui ont plusieurs rôles, par exemple à Open, puissent avoir aussi accès facilement à ces plateformes. Enfin, il y a aussi des changements dans les processus, les manières de travailler. L'idée, c'est de simplifier les procédures, de voir s'il y a des étapes qui peuvent être réduites, de voir s'il y a certaines procédures qui existent actuellement qui peuvent être simplifiées avec la digitalisation. C'est un travail qui se fait en équilibre avec la digitalisation. Et enfin, de repenser forcément les manières de travailler, de redéfinir les responsabilités des personnes, les tâches de chacun et l'ordre de ces tâches. Au niveau du personnel, le but est de réduire la charge de travail qui est actuellement forte et de permettre un lieu de travail flexible. On l'a vu aussi avec le corona où on a dû s'adapter à des manières de travailler qui sont différentes de manière rapide. Et donc, il est important aussi de pouvoir faciliter le télétravail, d'avoir des règles et un cadre pour organiser ce télétravail pour le personnel administratif et les magistrats. Enfin, il y a forcément, dans des phases de changement du papier vers le numérique, c'est important de prendre en compte cette phase de changement et de prévoir, il y aura un besoin de personnel temporaire pour numériser, scanner et passer cette transition de manière douce. Et enfin, c'est important de prendre en compte la charge de travail que ce changement peut amener et de pouvoir le réduire en ayant plus de personnel. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'aide et de l'assistance. Le but est d'accompagner vers le changement le personnel et les magistrats. C'est-à-dire qu'il y aura, en cas de disparition de fonction, de pouvoir proposer de l'accompagnement ou des formations. Et enfin, il y aura aussi des légers changements de rôle et d'assignation de tâches et il faut aussi accompagner ce changement. Et enfin, il y aura aussi des nouvelles compétences à acquérir,
comme les justifiables, tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique dans le monde du travail. Donc, il faut penser aussi à des formations pour le personnel et magistrats qui seront débutants sur ces plateformes, mais aussi tout au long de la numérisation du développement, d'avoir des formations permanentes adaptées. Et enfin, voilà, les changements ont aussi un impact sur la réglementation. C'est aussi un travail en binôme entre la réglementation et la numérisation qui pourrait être adapté, c'est-à-dire qu'il y a des points d'attention à garder en tête, que la possibilité de transmettre le dossier par voie numérique à d'autres tribunaux et à d'autres instances puisse être possible, qu'on puisse accéder au dossier à différents postes de travail. Il y a une nécessité de fournir des bases juridiques pour des capacités numériques quand on parle par exemple de signature numérique. Et enfin, le but est aussi d'encourager les autres acteurs, donc les avocats, les huissiers par exemple, à déposer des documents de manière numérique afin que ça facilite et que ça amène vers le changement. Et aussi de ne pas encourager à prolonger inutilement des procédures ou alourdir des procédures. Le but, c'est d'aller vers de la simplification et de l'efficacité. La numérisation, comme je dis tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain. Le but, c'est aussi d'avoir une vue globale sur le paysage actuel de toutes les initiatives qui sont en cours, les innovations, les initiatives locales qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être répliquées. Et enfin, d'élaborer aussi un plan d'action pour y aller étape par étape. Au niveau informatique même, il y a certaines exigences à avoir au niveau du logiciel et du matériel même. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup pendant les interviews qu'on a faites. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir un équipement suffisant et efficace, de pouvoir fournir du matériel nécessaire à toutes les personnes qui vont, par exemple, être en télétravail un peu plus, qui vont être sur place pour réaliser des photos ou rencontrer des personnes. C'est important aussi que le matériel soit de qualité et soit performant. Que la connexion soit facile et qu'on puisse, quand on disait tout à l'heure, il faut que ce soit rapide et efficace, le matériel doit pouvoir suivre correctement. Enfin, c'est important, et on l'a tous un peu expérimenté avec le corona, que la qualité de la connexion soit idéale, que ce soit une bonne connexion Internet, qu'on puisse facilement interagir avec le son, avec l'image, sur place et à distance. On l'a dit au tout début, c'était un des principaux besoins. Een van de voornaamste noden was dat de veiligheid absoluut was en aanwezig en dat de vertrouwelijkheid werd nageleefd. Dans les fonctions aussi, quand on parlait du personnel, d'avoir des fonctions informatiques qui soient attractives au niveau local et qu'il y a une réelle présence de connaissances informatiques au niveau local dans les juridictions. Enfin, la dernière condition qui permettrait le succès, ce serait d'avoir différents organes politiques impliqués. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail en collaboration au sein des équipes, mais aussi avec les différentes institutions, qu'il est important de garder l'indépendance des ressources par rapport à la politique, de toujours garder cette approche orientée vers l'utilisateur et toujours penser à ce dont les utilisateurs finaux ont besoin au moment de la prise de décision. Et enfin, de travailler, donc cette numérisation doit être réalisée en coopération avec le Collège des cours et tribunaux, celui du ministère public et des juridictions. Ça permet de garantir une cohérence et de faire remonter les besoins de chacun qui peuvent être différents. Et d'impliquer autant que possible les utilisateurs au sein des juridictions dans tout le processus de création et de changement pour accompagner vers le changement. Je vais passer la parole à Christelle, ma collègue, qui va vous donner un peu plus de détails sur des choses visuelles et des écrans. Ik ga jullie nu een beetje meer vertellen over... Oui, je vais vous parler maintenant davantage sur les écrans même et la méthodologie qu'on a utilisée, c'est Wireflow. Ce sont des croquis d'écran, donc pour voir comment sont les différents écrans, mais sur les écrans, il y a déjà plein de détails. Mais il faut les voir comme des écrans indicatifs qui ne sont pas encore définitifs, mais dont on a besoin pour voir ce qu'on pourra faire avec les écrans. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on s'est basé sur l'enquête et on a vu quels sont les 12 écrans les plus importants et on a fait des croquis.
Voici, vous voyez un poster donc, avec tous les écrans et vous voyez en haut, donc en fond vert, c'est le premier projet et en fond bleu, ce sont les écrans du deuxième trajet. Et vous allez également voir qu'il y a deux logiques, comme Marie l'a déjà dit. Donc, pour les externes, on a opté pour une procédure étape par étape. Donc, l'utilisateur externe est pris par la main pour traverser la procédure. Et pour les utilisateurs internes, il faut une toute autre logique, une logique cockpit ou hub, où il y a un lieu central d'où toutes les tâches peuvent être exécutées. En tout premier lieu, on a le dashboard, donc le tableau de bord. C'est un lieu qui est personnel pour tout le monde. Donc, tout le monde a son propre tableau de bord où il y a des choses dessus en fonction de ce dont on a besoin ou des préférences personnelles. Ici, par exemple, on voit le dashboard d'un greffier. Quelles sont les fonctionnalités, par exemple, des tâches qu'on peut désigner à quelqu'un d'autre, un aperçu de mes tâches, de mes dossiers, mes notifications. Et ensuite, on a également des possibilités d'appliquer des filtres. Marie l'a déjà expliqué, le but, c'est d'évoluer vers un rôle avec un numéro de rôle unique. Ici commence le scénario qui fait le lien avec l'application externe et interne. On a également l'histoire de Paul. Ici, Paul, c'est quelqu'un qui est en train de se divorcer et via Just on Web, donc c'est l'appli externe, il va donc démarrer sa requête. Il envoie par ligne, en ligne à la greffe. Donc là, c'est la greffe. Donc Eric, c'est le greffier. Et il va recevoir toutes les nouvelles requêtes et il va les évaluer plutôt pour voir si tout a été fait, si on a fait le paiement et si tous les documents nécessaires sont là. Sur cet écran, vous allez voir, il n'y a que les nouvelles requêtes, mais les citations ne sont pas dessus. Elles sont transmises de façon automatique et deviennent des dossiers en cours. Normalement, cet écran est fermé, donc ce sont des tableaux avec des fils, mais on peut ouvrir toutes les fils pour voir les détails les plus importants du dossier et pour faire l'évaluation, pour inscrire le dossier. Et inscrire le dossier, c'est ce que vous dites, mettre sur le rôle. Et en ce moment-là, le greffier doit encore indiquer le type de procédure et le reste se fait de façon automatique. Ensuite, l'étape suivante que devra être faite par Eric, c'est de planifier les dossiers qui ne sont pas encore planifiés. Donc, il va aller à l'écran dossier en cours. Là, vous voyez tous les dossiers en cours et également ceux qui ont été déposés par des citations. On peut également appliquer un filtre et on a également fait une possibilité pour sélectionner des dossiers pour en faire des jugements en batch. Qu'est-ce que ça veut dire en batch? C'est je vais faire un seul jugement pour tous ces dossiers-là. C'est nécessaire, par exemple, pour le tribunal de commerce lorsqu'on parle, par exemple, de factures impayées. Ensuite, chose suivante que fera Eric, c'est il va filtrer dans cette même aperçu quels sont les dossiers à planifier. Donc, il voit ici tous les dossiers à planifier. Et ensuite, il va cliquer sur une proposition de planification. À gauche, de nouveau, vous voyez les filtres possibles. Donc, sur requête, sur citation, sur à planifier, on peut encore filtrer davantage. Par exemple, juste les dossiers pour ce jour-là ou pour cette chambre-là. Et donc, quand on va cliquer dessus, sur la proposition, Just You va proposer automatiquement un planning sur la base de la complexité et de l'urgence du dossier. Et l'application va également tenir compte des dates et préférences des parties parce que dans l'appli externe, les parties peuvent indiquer quelles sont leurs dates de préférence, par exemple, entre tel et tel jour. Bien sûr, c'est le tribunal même qui finalement va fixer la date, mais on tient compte des préférences. Les fonctionnalités les plus importantes, c'est
le système propose une durée de temps sur la base de la demande des parties. Par exemple, ça doit durer au moins 2 heures, mais également sur la base de certains critères, par exemple, le nombre de pages des conclusions et la nature de la matière. Et le temps standard peut être déterminé par chambre ou par tribunal et peut également être adapté de façon individuelle ou par dossier, par le greffier. Donc maintenant, on a planifié le jour et maintenant, on voit l'écran de Paul. Paul, c'est un requérant, donc il va recevoir une notification dans son appli pour savoir quand aura lieu l'audience d'introduction. Ensuite, Paul, le requérant et la partie adverse pourra constituer son dossier. Donc, ils pourront télécharger et envoyer cela à la greffe. Du côté de la greffe ou du juge, on peut aller consulter tous les détails et également tous les documents qui ont été téléchargés par les parties. Ici, on voit les fonctionnalités les plus importantes. Donc, en haut, on peut partager ce dossier avec d'autres utilisateurs internes qui ne sont pas encore impliqués dans le dossier. Il y a également un aperçu, un résumé du dossier et un inventaire des pièces avec des sous-dossiers. Et ensuite, on a également un aperçu des expéditions et des copies et de la comptabilité liée à ce dossier. Ensuite, c'est l'écriture du jugement. Ici, on voit l'écran du juge. Donc, la première chose qu'il ou elle vont voir, c'est des templates. Ici, on a déjà appliqué un filtre. Ce sont des templates, des modèles nationaux, donc on peut adapter tous les textes. Il y a également une possibilité de consulter une base de données de sentences et on a également une possibilité de chat avec tous les juges concernés et avec la greffe. Ensuite, on peut écrire le jugement et donc la juge peut utiliser un template. Elle peut également écrire son propre jugement et elle voit également des textes de bloc qu'elle peut ajouter dans le jugement. Ensuite, le jugement est également pré-complété avec les données connues pour ne pas devoir taper tout cela. Ça peut être partagé avec tout le monde. Et à droite, de nouveau, on a les blocs qui peuvent être introduits. Ensuite, Paul va recevoir une notification comme quoi sa sentence est disponible et donc tout le monde peut le consulter en ligne. Ensuite, on a encore des écrans pour la comptabilité. Ici, c'est pour la clôture du jour. Donc, à la fin du jour, Maria, c'est une collaboratrice administrative qui va pouvoir compléter les cases nécessaires. Et donc, ici, on voit un écran pour compléter les montants et ensuite un écran sur le monitoring. Ici, c'est pour un chef de corps, par exemple. Donc, il pourra voir toutes les statistiques et les rapports et également les détails. Il peut s'agir, par exemple, du flux des dossiers, les délais de traitement, les retards, et il y a également une possibilité de comparer cela à d'autres tribunaux. Voici de nouveau l'aperçu du poster et maintenant je cède la parole à Isabelle. Dankjewel Marie en Christelle. Merci Marie et Christelle pour cette explication très large. Je vais terminer, clôturer. Donc, on a fait beaucoup de travail avec beaucoup de coopération des gens sur le terrain, le collège également, les gens du project team. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche. Qu'est-ce qu'on va faire? On espère qu'on va faire beaucoup de choses avec cette appli et je vous regarde également. Donc, Maria l'a déjà dit, il y aura une suite de ce trajet. Ce trajet a été fait pour les affaires civiles et le but du collège, c'est de reprendre ce trajet pour les affaires pénales. Il y aura beaucoup de similitudes, mais on pense également qu'il y aura également d'autres points d'attention pour avoir ce trajet spécifiquement pour les affaires civiles. En principe, si toutes les circonstances se concrétisent, ce sera pour la rentrée et on espère que ce sera clôturé fin de cette année-ci pour que en une année,
on est enquêté tous les utilisateurs pour les deux types d'affaires. Qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats? Bon, c'est la première phase, c'est du high level, c'est ce qu'ont relevé les utilisateurs. On a déjà avec les écrans de traduire cela dans des applications possibles et concrètes dans des écrans, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas sur la base de cela qu'on aura une appli demain. Donc, Just New a une nouvelle partie, c'est Just New 2. Et je regarde mon collègue Bart Versmissen parce que les business analysts seront désignés et vont travailler avec les résultats de cette enquête de besoins. Et au niveau technique et pratique, tout sera fait pour que ce soit utilisable pour ceux qui doivent concevoir les applications. Selon ce que j'ai appris de mes collègues, de préférence, ce sera fait pour la partie qui concerne l'introduction. Et on doit également dire que tant pour les utilisateurs externes que les internes, ça a été approfondi et également la gestion des séances. Et là, on a déjà relevé bon nombre d'opportunités et le timing, c'est également d'avoir déjà un volet pour les affaires civiles pour fin 2021. Mais on regarde également le ministre, bien sûr, qui a de grands plans de digitalisation et le but, c'est qu'on doit commencer par le début, c'est-à-dire les utilisateurs, et on doit introduire tout cela dans ce qu'on annonce comme un portail pour la justice. C'est comme pour Taxon Web. On doit également faire cette transition vers la justice digitale. Et une deuxième partie, c'est ce qu'on a fait chez les utilisateurs internes, c'est-à-dire on doit également intégrer les résultats dans le déploiement d'un New Case Management System. Le collège va suivre cela de tout près parce que le collège représente avec le point d'appui ce Digital Transformation Office, c'est le DTO, qui va être créé pour accompagner ce processus de digitalisation, non seulement pour le collège des cours et des tribunaux. Donc, on a bon espoir comme quoi ce ne sera pas un exercice théorique. Il faut en tenir compte, il faut avoir un impact et on espère que dans des brefs délais, on verra déjà les premiers résultats. Je termine par là et je cède de nouveau la parole à la présidente du collège, Madame Bayard. Je l'avais déjà dit lors de la présentation du premier trajet, nous sommes en plein rêve. Mais le rêve va sans doute devenir réalité quand on entend les projets ambitieux de notre ministre de la Justice pour enfin faire entrer les cours et tribunaux, le ministère public, dans une ère de modernité digitale. Une grande partie, je dirais même une partie essentielle du travail est faite, puisque vous avez sur la table l'ensemble des attentes, des besoins, et vous êtes maintenant tout à fait rassurés sur la volonté, l'envie, les souhaits profonds de tous les acteurs de justice de rentrer dans cette ère de modernité et de quitter le papier. Je souhaite évidemment remercier très, très sincèrement l'équipe projet. Je voudrais d'ailleurs souligner à quel point tous nos collègues, que ce soit des chefs de corps, magistrats ou membres du personnel, se sont impliqués de façon extrêmement professionnelle, de façon passionnée, j'oserais dire, dans ce travail d'enquête des besoins. Et je voudrais les remercier parce que nous savons à quel point le temps est compté, notre temps de travail est compté, et vraiment toute l'énergie qui a été mise a permis aujourd'hui d'identifier clairement les besoins des clients pour la transformation digitale. Donc, vraiment un tout grand merci. Je salue également l'équipe du service d'appui. Je les remercie vraiment très sincèrement aussi pour cette passion qui ne s'arrête pas dans ce projet, qui donne vraiment une bouffée d'oxygène. J'ai nommé évidemment Bart, le responsable de la BU IT, Emeric, qui a travaillé avec motivation, passion, en soutien de notre
project manager Isabelle Dupré qui a mené tout ce projet de main de maître. Voilà, je les remercie tous. Je remercie aussi Naman. Je suis chaque fois impressionnée de voir à quelle vitesse vous avez intégré notre environnement qui est, comme on le sait, extrêmement complexe par les procédures, par la terminologie. Et vous avez intégré tout ça avec une facilité déconcertante. Vous nous parlez aujourd'hui de requêtes, de citations, d'exploits de huissiers, etc. Bravo à tous. Une séance de questions-réponses va être ouverte ensuite, malheureusement pas en ligne, puisque nous avons dû réduire évidemment les possibilités techniques ne nous permettent pas de faire un échange avec tous les participants qui nous suivent en ligne. Nous en sommes désolés, mais surtout n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les jours qui viennent. Et nous allons poursuivre avec l'ensemble des participants qui se trouvent aujourd'hui dans la salle. Merci à tous pour votre attention et à la prochaine fois, puisque l'histoire ne s'arrête pas. Nous poursuivrons avec le trajet pénal comme Isabelle vient de vous le rappeler. Voilà, bonne journée à tous.